Alors, quand on fait un test d'hypothèse, évidemment, on se donne un risque alpha. Et si l'hypothèse alternative H1 est formulée d'une manière telle qu'on puisse attribuer une valeur au paramètre inconnu, alors on peut calculer le risque bêta. Mais le risque alpha, il est fixé a priori, ou presque toujours fixé a priori. D'avance si vous voulez. Ça, c'est quelque chose de très important. Le test va donc formuler deux hypothèses. L'hypothèse nulle et puis l'hypothèse alternative. Aucun phénomène réel n'est mis en jeu. Ce sont des fluctuations, des variations, des accidents. Donc, c'est le fait du hasard. Alors que l'alternative, elle nous dit non. Un phénomène non aléatoire est en cause. Exemple, supposons que pour comparer deux variances correspondant à deux populations, vous avez deux populations A et B, et puis vous faites des tirages, puis vous avez des échantillons. L'échantillon, donc ça c'est oméga A, vous avez NA, SA carré, la variance observée sur cet échantillon. Et puis ici, vous prélevez aussi un échantillon que j'appelle oméga B, taille de l'échantillon NB, et puis variance SB carré. Votre hypothèse alternative, c'est que les variances des deux populations sont différentes. Donc ici, c'est sigma A carré que je ne connais pas, sigma B carré que je ne connais pas. Partant d'un risque alpha connu d'avance, on va construire une région critique qui permettra d'accepter ou de rejeter l'hypothèse nulle H0 et sur quelle base on va accepter ou rejeter si la valeur observée de l'indice statistique utilisé pour le test. Alors, dans le cas de la comparaison de deux variances, la statistique appropriée, eh bien, c'est le f de Fisher qui suit ce qu'on appelle une loi de Fisher-Snellicor. Je prends NA, taille de l'échantillon pour oméga A, et puis NB, taille de l'échantillon pour oméga B. J'aurai NA-1, NB-1, mais ce n'est pas très important. Nous, il suffit de penser qu'on a V1 degré de liberté et puis V2 degré de liberté. Et V et V2 dépendent de NA et NB. V1 et V2 dépendent de NA et NB. Donc, mais ça, c'est une loi de probabilité, loi de Fisher, Snellicor, etc. Bon. Si la valeur observée de l'indice statistique utilisé pour le test tombe, donc j'ai dit F, si F observé, on va calculer le F à partir des valeurs observées sur les échantillons. Et si cette valeur observée tombe dans la région critique, alors on rejette l'hypothèse nulle d'absence de différence pour conclure que H1 est vrai, autrement dit, que la différence observée est significative. D'accord? La différence est significative. Soyons un peu concrets. Prenons ce cas et je dessine la loi de probabilité d'une variable aléatoire qui suit une loi de Fisher-Snellicor. Donc ici, on a un F qui a V1 degré de liberté, V2 degré de liberté. Là, j'ai 0. Et puis, donc là, j'ai un F. Supposons que pour un test bilatéral, je n'ai pas précisé, donc le risque, c'est alpha. Là, j'ai alpha sur 2. Et puis ici, j'ai alpha sur 2. Et ça, ce sont les valeurs critiques. Alors, je vais appeler ça A. Et puis ça B. La région critique, c'est cette région. Mais ce n'est pas la seule. C'est aussi celle qui va d'ici à ici. Voilà notre région critique. Si F observé, il tombe, on va rejeter H0. Tout simplement. Alors,
rejeter H0. Donc H est probablement vrai. Maintenant, supposons que f observé soit quelque part ici. Si f observé est ici, au point C, si f observé est en C, ici, ça veut dire que on rejette H0. Je m'intéresse à la surface qui se trouve après le point C. Ça ne m'intéresse plus en fait. Alpha sur 2, c'est la surface qui va de B jusqu'à plus l'infini. Et puis vous avez une contrepartie ici. Mais la surface qui dépasse C, tout le monde dit la probabilité que F soit supérieure à F observé, c'est cette probabilité-là que j'ai achevée. Alors, si on fait un test bilatéral, je dois considérer quelque chose ici. Alors, ça c'est C, je vais l'appeler lui C'. Donc vous avez quelque chose ici. Cette probabilité plus cette probabilité, donc 2 fois la probabilité, parce que ça c'est égal à ça, c'est exactement ce qu'on appelle la p-value. Okay? Dans le cas d'un test bilatéral, la p-value c'est égal à cette value. C'est donc la plus petite valeur du risque alpha, le risque de première espèce, le risque de type 1, pour laquelle, pour cette valeur, le test statistique révèle encore une différence significative. Autrement dit, si alpha égale à alpha p, alors on peut encore rejeter H0. On peut encore rejeter l'hypothèse nulle, même en prenant alpha, le risque de première espèce, la probabilité de rejeter à tort l'hypothèse nulle à la valeur alpha p. Vous prenez alpha égale à alpha p, votre test révèle encore une différence significative, autrement dit, conduit au rejet de l'hypothèse nulle pour accepter l'hypothèse alternative. Plus alpha p est petit, et plus il y a d'évidence, disons de fait, de preuve contre l'hypothèse nulle H0. Une autre façon de le dire, c'est plus alpha p est faible ou est petit, et plus l'accusé est coupable. Alpha p, la p-value joue le rôle d'un avocat défenseur